Bonjour à tous. Dans le cadre d'un projet sur la santé mentale avec l'ACPAM et le SAGE entrepreneurial de Montréal, nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir lancer ce nouveau podcast, cette nouvel épisode. Je ne suis pas seul, mon nom c'est Alexandre Kenol et je suis en compagnie de mon collègue Colin Méran et aujourd'hui de notre entrepreneur Pierre-Luc Labbé. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Et vous? Ça va bien. Ça va bien. Colin, comment on est arrivé justement à avoir Pierre-Luc, le lien entre le SAGE et Pierre-Luc pour justement entamer cette conversation? Dans la dernière année, le SAGE a constaté les besoins au niveau de la santé mentale pour les entrepreneurs et a décidé de s'associer avec l'ACPAM pour développer ce programme. Et dans les dernières semaines, on était en phase de pré-lancement. Et on se disait, ça nous prend un entrepreneur qui est passé par là pour être capable de parler de son vécu, puis bon, comment il a pu profiter des outils. Et j'arrive chez moi, j'écoute les nouvelles, et qu'est-ce que je vois? Pierre-Luc qui dit ce que je pensais qu'un entrepreneur pouvait dire, puis il finit en disant, moi j'ai des ressources, mais pour ceux qui n'ont pas les ressources, ils font quoi? Ben, ils viennent avec nous autres. On est là pour ça. Fait que c'est comme ça que j'ai fait du cold call. J'ai envoyé un courriel à Pierre-Luc qui a eu la gentillesse de nous répondre. Puis là, on a commencé à jaser pour réaliser qu'il y avait plein de champs d'intérêt commun. Okay. Et accepter de venir nous parler de son expérience entrepreneuriale et aussi des difficultés qui ont amené la pandémie, puis comment il est passé à travers ça. Ben justement, Pierre-Luc, en premier lieu, comment vas-tu? Non, ça va bien aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui? Ouais. OK. Surtout avec ça. Ah, cool. C'est partagé. On est très content de t'avoir avec nous. Puis moi, ce que j'aime commencer, c'est first thing first, c'est ton histoire entrepreneuriale. Comment elle a commencé. Donc toi, là, comme entrepreneur, là, est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard ou dès l'école primaire, là, la petite école, là, quand on te demandait qu'est-ce que tu veux être plus tard, là, ta réponse était « Je vais être entrepreneur, on va avoir ma compagnie ». Non, moi, je viens de la Baie-James, Jean-Lézy, un petit peu au nord de la Abitibi-Témiscamingue. C'est un petit village qui s'appelle le Bel-sur-Quévillon. Moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était de travailler dans un building avec un ascenseur. OK. Donc, ça a été accompli. Un ascenseur à manette ou un vrai ascenseur check. Comme à la télé. Il y avait pas vraiment ça dans mon petit village, mais pour être plus sérieux, en fait, moi, j'ai commencé mon parcours professionnel. Oui, c'est ça, en coordination administrative, puis je suis tombé dans le domaine des ressources humaines parce que j'avais quand même un angle très psychosocial. J'étais toujours intéressé par la psychologie humaine, par les relations sociales, mais j'étais aussi très ambitieux. Donc, je suis tombé dans les ressources humaines et dans mon parcours, je suis tombé dans une entreprise de jeux vidéo. J'ai commencé par là, une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Behavior, qui s'appelait Artificial Mind and Movement dans le temps, donc ça ne me rajeunit pas. Donc, j'ai évolué dans le domaine, après ça, ressources humaines, recrutement international et marque employeur pendant à peu près 12 ans avant de fonder mon entreprise. Donc, j'ai évolué en jeux vidéo. Par la suite, j'ai travaillé en publicité chez Sidley, nice. Principalement pour leurs initiatives à New York, Amsterdam, Los Angeles, un petit peu à Montréal. Juste un petit peu à Montréal. Là, oui, j'étais peu impliqué à Montréal, mais plus à l'international. C'est ça que j'aimais beaucoup, le talent créatif international. C'est là où j'ai vraiment découvert que j'aimais connecter avec les gens de plein de backgrounds différents, puis aussi d'être exposé à ce travail créatif global-là. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je voulais faire dans la vie. J'aurais aimé être un artiste, mais je n'avais pas de talent artistique. Je suis devenu fan d'eux, puis j'en ai fait mon métier. C'est incroyable. Puis par la suite, après Sidley, j'ai évolué en effet visuel et en cinéma pour une compagnie britannique qui s'appelle Framestore, qui sont encore à Montréal aujourd'hui. Et après 4 ans à Framestore, j'avais une idée d'entreprise. Je voulais faire les choses à ma manière. Je trouvais que dans le marché créatif, il n'y avait pas beaucoup de consultations en ressources humaines puis de stratégies d'attraction de talent qui collaient à cette main-d'œuvre-là. On était plus dans la corporation, les choses très carrées, des processus formels. Puis quand on parle à une main-d'œuvre artistique internationale, on ne peut pas s'exprimer comme ça. Absolument. Puis d'avoir une boîte spécialisée là-dedans, il n'y en avait pas vraiment sur le marché. Puis j'ai décidé de fonder ça il y a 5 ans. On a eu 5 ans en janvier. Félicitations. Donc Rome, 5 ans. On est rendu à Montréal, Toronto, Vancouver. On est une 20aine de personnes. Et bientôt, on va ouvrir en Europe. Wow. Ouais, ça va bien. Et, oui, ça va vite, mais je reviens, on a passé vite, là, mais je reviens sur certains aspects. Absolument.
je te remets dans ton moment où... Quel a été le moment, justement, là, si tu peux nous décrire, là, le moment, là, que comme tu t'es dit, ça y est, je me lance en entreprise? Ou quel a été l'élément déclencheur, si tu veux? Ben, l'élément déclencheur, ça a été toujours au niveau de mon parcours professionnel. J'adore les entreprises au sein desquelles je travaillais, les équipes de travail. Ça a été fantastique, mais j'ai toujours voulu faire les choses différemment. J'ai toujours été un gestionnaire de gens. Moi, je tripe sur gérer des équipes, mentorer des gens, faire monter le talent, d'avoir des mentorés puis les voir évoluer. Moi, pour moi, c'est ma plus grande réalisation que j'ai fait à ce jour encore aujourd'hui. Puis de faire les choses différemment, ça m'a toujours chicoté parce que en tant que client, j'étais du côté des entreprises. Quand j'allais chercher des partenaires externe avec l'acquisition de talents, si on avait des pics de production puis on avait besoin de monde. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'offre de service pour des gens qui viennent vraiment épauler ces entreprises-là à grandir sainement, humainement, puis d'une façon transparente aussi. Au niveau du recrutement, là, le marché évolue, puis tant mieux, mais il y a quelques années, on voyait beaucoup les recruteurs externes comme un peu comme des vendeurs de chars usagés, qui étaient là pour closer des deals, puis qui ne regardaient pas vraiment l'humain en arrière, qui étaient plus des vendeurs. Moi, je n'ai jamais été un vendeur. Puis de créer un modèle d'affaires qui colle vraiment à cette industrie-là, ça m'a toujours chicoté. Puis il est venu un timing à une année où est-ce que j'avais 32 ans. Je sentais que j'étais en pleine maîtrise de mes moyens. Puis je me disais, bon, what's next? Donc, j'ai eu cette idée-là de Rome qui est née avec pas beaucoup. J'avais pratiquement rien dans mon compte de banque. J'avais un semi-plan d'affaires. Le plan d'affaires n'a vraiment pas été comme prévu, puis c'est bien correct. Puis j'ai décidé de sauter, là, c'est ça, en début 2017. OK! Juste, quand tu parles de créatif, là, tu veux dire quoi par là? Parce que dans ma tête, moi, c'est des artistes, c'est des peintres, c'est des... Je suis pas sûr que c'est... Tantôt, tu parlais de jeux vidéo. Mais peux-tu me donner d'autres exemples de... Oui, Montréal est un pôle créatif international assez incroyable. Puis moi, c'est le domaine que j'ai évolué. Les domaines créatifs dans lesquels moi j'évolue, c'est plutôt jeux vidéo, animation, effets visuels, art de la scène, la culture aussi, la publicité, marketing, les communications, la réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, au niveau technologique et créatif, Montréal, on est très gâtés. Puis c'est une industrie en pleine effervescence en ce moment. Bernard Landry, quand il a dit on va se créer un pôle multimédia, il préparait ton avenir. Oui, absolument. Oui, clairement. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ouais. Et là, tu as l'idée, tu as en tête, et là, tu te lances. Quelles ont été tes premières étapes, là? Tu es vraiment là, est-ce que t'as rempli une lettre de démission, t'as dit je reviens je pars dans 14 jours, puis ensuite de ça, bye boss, puis ensuite t'as commencé comment? Moi, j'ai donné 3 mois de préavis. Quand même, je voulais me préparer moi aussi là, à faire le move. Mais non, moi, je me suis lancé avec pas grand-chose pour vrai. J'avais 3 000 $ dans mon compte de banque. Je me disais, bon, je vais être correct. Je m'étais sécurisé quand même un client pour être sûr que j'allais être capable de vivre durant l'année. Dans mon plan d'affaires, je prévoyais être seul pendant un petit bout, puis au fil du temps, embaucher des gens quand ça allait fonctionner. Puis jour 1, il a fallu que j'embauche quelqu'un. Je m'attendais à faire du développement d'affaires, tout ça, puis c'est venu naturellement comme ça à travers les contacts que j'ai développés au fil des années. Il y avait clairement un besoin sur le marché. Puis là, aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis financement, tu n'as pas eu de misère parce que tu avais déjà un client, donc c'est avec ton autofinancement que tu t'es développé? Oui, une entreprise de service, il n'y a pas de grand investissement de base qu'on doit avoir. Nous, on vend notre temps. Puis, as-tu eu de la misère à t'ouvrir un compte de banque? Ou je dis ça parce que, tu sais, des fois, les institutions financières, ils te demandent tes actifs, puis ils réagissent un peu différemment quand c'est une entreprise basée sur les ressources humaines. Non, oui, ça a été difficile. En fait, le compte de banque n'est pas difficile à ouvrir, c'est la marge de crédit, puis toutes ces espèces de coussins-là qu'on essaie d'aller chercher. Ça a pris un bon 2-3 ans avant que je sois capable d'avoir cette marge de manœuvre-là. Fait que pendant 2 ans, j'étais un petit peu plus à risque là, à juste jouer avec le capital que vous aviez, Oui, j'ai des membres de mon équipe qui se sont joints en faisant un gros saut de confiance, là, puis ils sont encore avec moi aujourd'hui, puis je les remercie pour ça. C'est un petit peu fou comme projet. Mais quand tu dis que c'est créatif, là, il y a des... ça fait toujours drôle de voir qu'est-ce qui a amené ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette intelligence collective-là au Québec, t'sais. Puis au niveau financier,
fin des années 80, début des années 90, il y avait la Caisse des travailleurs et travailleuses de Québec, qui, elle, a réalisé que les travailleurs et travailleuses, quand ils voulaient développer des projets, il n'y avait pas d'actifs. Ça fait qu'elle s'est mise à investir dans les gens. Puis à un moment donné, il y a du monde qui sont allés voir en disant « Nous autres, on a du talent. On n'a pas d'actifs, on a du talent. » Puis ils ont décidé d'investir dans eux autres. Puis les autres caisses se sont mis à rire d'eux autres parce qu'ils disaient « Vous investissez dans les clowns. » Ouais. Puis cette caisse-là est devenue la Caisse d'économie solidaire. Puis les clowns en question, ben, c'était le Cercle du Soleil. Ouais. Fait que je pense que tu travailles avec, on travaille avec cet écosystème-là aussi. Oui, super organisation. Puis aussi, je pense qu'en plus de ça, il y a ces organismes-là qui sont nés dans les années 90. Aussi, dans les années début 2000, le gouvernement a mis en place des crédits d'impôt pour les investisseurs étrangers, pour les compagnies, ce qui a fait en sorte que l'industrie du jeu vidéo a explosé à Montréal. Bien, pour ces crédits d'impôt-là qui est super avantageux, mais aussi pour le talent créatif qui était là. Je pense qu'au Québec, on a un système d'éducation assez extraordinaire par rapport à la créativité puis l'innovation. Exact. On a des écoles en ingénierie informatique de renommée internationale. On a des cégeps publics, des écoles publiques, puis des universités publiques qui ont des diplômes en animation 3D, en création, qui n'ont rien à envier aux écoles privées internationales. Donc, je pense que dans l'écosystème d'affaires, l'écosystème gouvernemental avec les crédits d'impôt alloués aux artistes et aux compagnies technologiques et tout le système d'éducation qui est en train de se bâtir autour de ça, là, on a un beau terrain de jeu. En tout cas, nous, ça paraît. Excuse-moi, mais juste pour revenir sur le fait que tu parles des années 90, là, c'est le Québec avait un déficit entrepreneurial. Puis surtout le Québec francophone, parce que c'était les Anglais qui avaient le capital, puis tout ça. Fait qu'il y a eu Québec Inc. Dans les années 70, là. Puis en 85, tu as eu une crise économique, puis le SAGE a été créé en 85 dans les années 85 pour justement supporter le développement. Mais c'était quoi le développement pour une communauté qui n'avait pas une historique d'affaires? Tu vois, c'est ça qui a amené... l'historique du SAGE? Moi, j'en apprends. Puis aujourd'hui, ça date, on est sur un podcast en 2022, fait que quand même. Ben justement, puis on regarde vers l'avenir. Ah, c'est ça, exact. Pierre, je te ramène à en fait, là, tu as lancé ton entreprise, ça se passe bien, tu dois engager à la première journée, ce qui veut dire que ça se passe bien. Oui. Tu sais, on est quand même dans l'incertitude, tu sais, on commence tout. Quand est-ce que tu as su que vraiment, tu sais, il y a souvent que ce soit un client ou un commentaire ou quelque chose qui arrive, puis que tu te dis vraiment, OK, non, je suis sur mon X, j'ai fait le bon move. Est-ce que tu as vécu un moment comme ça, là, au fond, dans les 5 dernières années, là, et si oui, ben, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben, moi, mon X, c'est ma profession. De recruter des artistes en créativité sur des projets internationaux, puis de connecter avec ces humains-là, pour moi, c'est un petit peu ma raison d'être. J'ai fait de ma passion un petit peu ma job. Puis cette job-là, je la faisais dans les entreprises. Fait que mon X, je suis une des personnes chanceuses qui l'a découvert quand même relativement tôt. J'en ai juste fait un projet entrepreneurial après. J'ai une grande aversion au risque aussi. Je suis pas peureux de sauter à pieds joints dans des projets, puis de risquer. J'ai un côté un peu gambler aussi. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Mais je pense que la journée 1 où est-ce que je me suis assis à ma table de cuisine en recevant plein de messages puis de courriels de clients potentiels en étant seul, puis je me suis mis à capoter. Faut que j'embauche des gens, ça n'a pas de bon sens. C'est là où jour 1, je pense que je me suis solidifié dans mes bases. Je me suis dit, OK, mes hypothèses étaient bonnes, puis je suis content que ça fonctionne. Ouais. Donc là, ça commence, ça se passe bien et tout. Mais justement, ça, c'est le côté un peu de la lune de miel. Là. Donc, ça se passe bien au départ et tout. Quel a été ton premier challenge que tu as connu justement dans cette nouvelle aventure que tu avais créée avec Rob? Mes connaissances en finance étaient extrêmement limitées. Je m'améliore les chiffres. Tu sais, j'étais un gars de gens. J'aimais ça jaser avec du monde connecté, parler d'opportunités, de projets. Mais les finances étaient complètement étrangères pour moi. J'ai coulé mon cours de finance à l'université 2 fois. Les chiffres, ça me parle pas tant que ça. Puis il a fallu vraiment que je rampe up côté financier, surtout avec 3 villes, 20 employés. Il faut parler de paye, de taxes, de financement, d'assurance, d'avantages sociaux, tout ça. C'était des choses qui étaient quand même étrangères pour moi. Puis là, je me retrouve à aimer ça parce que c'est mon projet. Fait que je suis bien entouré. Je suis entouré des bonnes personnes, mais moi, le côté financier, entrepreneurial, j'avais aucune connaissance, vraiment. Ouais. Puis comment tu as fait pour pouvoir justement pallier à ça? Je me suis entouré de gens meilleurs que moi. OK. Est-ce que tu es dans une optique de...
Parce que souvent, les gens, ils sont souvent dans l'optique entrepreneuriale, on est un peu cancré d'une certaine manière, puis on a peur de rentrer des gens dans le projet pour que ça soit, c'est quoi ses motivations, quoi que ce soit. Est-ce que tu as eu un peu cette peur-là, ou toi, naturellement, étant une personne de genre, tu t'es dit, écoute, je dois faire confiance, et puis je vais m'entourer des gens avec qui vont pouvoir m'aider à faire cela? Ben ça, c'est une chose que j'ai découvert dans moi à travers l'entrepreneuriat. Okay. Je n'ai aucun problème à déléguer. Ça, c'est bien. Je pense Okay, que c'est pour vrai. Je fais confiance aux gens. Les gens qui rentrent dans mon équipe, ils ont confiance jour 1. Okay. Je suis extrêmement bienveillant dans tout ça, puis j'assume le bon dans les gens. Fait que je me suis entouré de gens super compétents qui m'ont fait confiance. Puis non, moi, d'avoir des gens qui ont une expertise que j'ai pas, j'ai aucune résistance à dire c'est à moi, il faut que je le fasse, je veux le crédit. Pas du tout. Je suis très chill avec ça. As-tu de la misère avec le suivi, par exemple, pour t'assurer que est-ce que ça va bien aussi au niveau du suivi par la suite, là? Parce qu'il y en a qui délèguent, puis à un moment donné, ils réalisent que, ils ont perdu le contrôle de l'affaire aussi, là. Oui, ben je pense pas qu'à date, on n'a pas perdu le contrôle de l'affaire. Par contre, il faut quand même accepter que les choses qui sont pas faites par nous ne seront pas nécessairement faites de la façon dont nous on l'aurait fait. Tout à fait. Mais souvent, on arrive au même résultat à la fin. C'est juste, on trust the process, là, ce qu'on dit, mais je pense que justement, d'accepter la différence, puis ça fait aussi partie d'une équipe diversifiée, d'aller chercher des gens avec différents backgrounds, différents mindsets, différents cerveaux. Si j'avais tous pris des gens comme moi, on aurait fait qu'est-ce que moi je fais, puis ça aurait été comme ça. Puis de m'entourer de gens de plein de backgrounds différents, je trouve que c'est ça, en général, là, qui fait la force d'une entreprise, puis c'est pour ça qu'on parle de diversité et inclusion beaucoup aujourd'hui. Et justement, c'est drôle parce qu'on parle de ressources, ton background, ressources humaines et tout ça. Quel a été ton premier processus probablement tu l'avais déjà fait dans tes jobs antérieurs, mais ton processus de ta première embauche? La première personne que tu as embauchée, là, quel a été le processus? Puis je comprends que comme tu n'avais pas de problème à déléguer et tout ça, mais c'est quand même la première personne que tu engages dans ta business. La personne va te rendre le service, mais il faut au moins qu'il y ait un retour de confiance par rapport à votre situation financière qui n'était pas nécessairement encore définie. Mm-hmm. Comment tu as dirigé cette conversation-là pour justement engager ta première ou ton premier employé? Bien, premièrement, je me suis dit, OK, il faut que j'embauche quelqu'un. Super, je me mets à faire des téléphones, à essayer de trouver quelqu'un qui pourrait joindre à mon équipe. Puis c'était quelqu'un quand même relativement junior. Tu sais, je voulais quelqu'un qui apprenne de moi, puis j'avais pas non plus un budget limité pour l'embauche de quelqu'un. Puis cette personne-là, qui s'appelle Stéphanie, est encore avec moi aujourd'hui, a été référée par un bon ami qui l'avait rencontré puis qui a dit « Je pense que ça sera un fit avec toi. » OK. Fait que j'étais chanceux, j'ai un bon réseau. Mais ça s'est quand même bien passé, sauf que je me suis dit « OK, cool, il faut que j'embauche quelqu'un, mais j'ai aucune idée comment faire une paye. » C'est là que je voulais en venir. Là. Parce que souvent, le processus derrière, c'est bien beau, mais il y a quand même un processus qui est quand même important. Ben oui, c'est il y a des charges employeurs. Je travaille en ressources humaines, je devrais savoir ces affaires-là. Puis tu sais, c'est des choses que j'avais un petit peu négligées, mais j'ai appris. J'ai pris des cours de paye puis de tout ça. Je me suis bien informé. Puis je trouve que de son côté, à Stéphanie, elle a fait un saut de confiance avec moi aussi. Puis ça a bien été. Moi, j'étais complètement dans le jus. J'y ai fait son offre. J'étais dans une chambre d'hôtel à Québec parce que je travaillais pour un client là-bas, puis j'ai été complètement submergé par mon travail, puis a décidé de joindre à mon équipe. J'étais content qu'elle me fasse confiance. Là. Ah, c'est super parce que j'aime le fait que tu parles de manière un peu très authentique de voici. En fait, tu as été chanceux, mais je pense que on crée toujours notre chance. Je pense que tu as créé un écosystème, des contacts autour de toi et tu t'es fait confiance et ça t'a ramené là. Et là, l'entreprise va bien, tout se passe bien, tout ça. Et là, on arrive au 13 mars 2020. C'est le 13? Oui, c'est le vendredi 13. Vendredi 13. Ouais, je me rappelle. Oui. Et c'est la fête de ma soeur, toi. Ah ouais? Et pas remarqué ça. Là, ce vendredi 13-là, il me reste en tête. Et on est tous à la télé, on demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et on a le premier ministre qui dit on va mettre le Québec en pause. Ouais. Si on revient à cette situation-là, cette journée-là, t'étais où, tu fais quoi, comment tu le prends? J'étais au bureau, puis on a eu les nouvelles. J'ai dit aux employés de prendre leur ordinateur et d'aller travailler chez eux pour être safe, qu'on allait être de retour dans 2 semaines. OK. Nous, en fait, la façon dont ça s'est passé, on a tous perdu nos clients d'un coup. Donc, on était une douzaine rendus là. Donc, pendant 3 semaine, tout le monde a tiré la plug. On travaillait avec des studios qui avaient des infrastructures technologiques en studio, sur place. Aucun équipement pour faire du télétravail chez nos clients. Donc, de continuer à embaucher pour ces projets-là devenait quand même assez impossible. Ouais.
Donc, tout le monde a tiré la plug là, d'un coup. Donc, on s'est ramassé avec une surcharge de travail à plus de travail du tout. Wow. Ouais. OK. Et comment, je te donne par exemple, moi, ce week-end-là, j'avais moi, je suis un coach aussi. Oui, je t'ai dit tantôt, je suis entrepreneur, mais je coach aussi. J'avais des championnats provinciaux ce week-end-là. Et puis, bien que tu es en charge de joueurs, de jeunes joueurs et jeunes joueuses, tu veux les rassurer, mais moi, ça m'a pris 3-4 jours pour me remettre de qu'est-ce qui vient de se passer. Toi, comment tu l'as ressenti au départ? Tu sais, oui, il y a le côté leadership que tu prends à dire, bon, allez chez vous, on revient 2 semaines plus tard et tout, mais toi, comment tu l'as pris? Moi, j'ai comme un peu figé. Je suis tombé dans un mode un peu robotique là, où est-ce que je me suis mis juste à gérer les choses. Pilote automatique, ouais. Pilote automatique, ce qui n'a vraiment pas contribué à ma santé mentale du tout. Là. Je pense que j'ai mis beaucoup de choses en dessous du tapis pendant les semaines qui ont suivi, à beaucoup travailler, à essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger ça. Par contre, au niveau de la communication avec ma gang, je pense qu'une chose un bon coup que j'ai fait, je pense qu'il y a une ligne mince entre partager de l'information, se montrer vulnérable, puis bien communiquer à son équipe de façon franche, et versus déverser son stress. Ouais. Puis la ligne est mince. Je pense que ce côté-là, je l'ai bien réussi à impliquer le monde dans mon processus de réflexion, puis je pense qu'à cause de ça, l'équipe a fait partie de la solution aussi. Ouais. Moi qui pensais les supporter, puis qui était très inquiet pour eux, sont devenus un support pour moi. Puis on est devenu comme une unité assez forte. Puis pendant les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, je pense que tout le monde dans l'équipe, puis même sur la planète, là, je pense que tout le monde a craqué à un certain point. On était chanceux qu'on l'a tout fait à des moments différents, mais on était là, puis on savait exactement qu'est-ce qui allait se passer pour ces personnes-là. Donc, ça a bien été de garder un canal de communication. Puis nous, cette crise-là a duré à peu près 1 mois. Donc, après 1 mois, on était quand même retournés à la maison, installés. Nos clients avaient quand même assez repris leurs activités, s'étaient adaptés. Fait que, suivi ce mois-là, là, après ça, on a pu rester opérationnel, puis on n'a pas eu besoin de couper ou peu importe. Tu disais justement tantôt que ça n'a pas aidé à ta santé mentale, mais tu sais, maintenant comme je t'ai posé la question, comment tu vas? Tu m'as dit aujourd'hui tu vas bien, ouais. Et on est content. Comment est-ce que tu étais un peu conscient de la vulnérabilité de la manière qu'on doit faire attention à notre santé mentale avant ça, ou c'est cet événement-là qui t'a fait prendre conscience de « OK, non, je dois faire attention à moi. » Moi, ça a pris quelques mois avant que les problèmes de santé mentale apparaissent. Okay. J'ai souffert d'anxiété, mais à peu près au mois de juin. Donc, ça a pris 4 mois. Juin 2020, ouais. Ouais, donc le mars, avril, mai, là, j'étais un robot. Ouais. Okay. Puis en plus de ça, c'est mêlé plusieurs situations personnelles, là, des trucs qui se sont passés qui étaient quand même assez lourds, puis qui étaient d'autres choses à gérer aussi. Fait qu'il y avait beaucoup de zones dans ma vie qui étaient très instables. C'est souvent un mix un melting pot de tout, là, malheureusement. Exact, mélangé avec l'entreprise à gérer tout ça. J'ai tout le temps été quelqu'un qui a travaillé beaucoup de toute façon, mais je trouvais que de travailler dans ces circonstances-là avec aucune soupape d'échappement, si on veut, c'est ça qui me cassait. Moi, les signes d'anxiété, ils ont commencé à se présenter vers le mois de juin 2020, où est-ce que tout le monde allait bien, ma situation personnelle s'était améliorée, côté des trucs qui s'étaient passés. Mon entreprise était quand même up and running. La gang allait bien. C'est là où moi j'ai cassé un peu une fois que tout le monde était correct. Et si tu veux, en fait, je pose la question, là. Quel a été le moment où, tu sais, comment tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé que le moment que tu es arrivé et tu es dit comme, OK, non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. L'anxiété est différente pour chaque personne. Puis je pense qu'il y a une différence aussi entre l'anxiété et la dépression. La ligne, des fois, on a un mix des deux. Pour moi, ça a été quand même des épisodes anxieux assez intenses où est-ce qu'au début, c'était des symptômes physiques qui venaient un petit peu de nulle part. Okay. Donc, des symptômes physiques très intenses. Là, pour ceux que, je ne sais pas si vous avez déjà souffert d'anxiété, mais une crise d'anxiété, ça peut quand même être assez épeurant là, au niveau des symptômes physiques. Puis ça arrivait comme ça dans une journée. Puis quand je voyais que ça s'en allait pas, il a fallu que je m'assoie avec moi-même aussi pour réaliser que ça allait peut-être pas bien, puis d'aller commencer à aller chercher de l'aide. Puis, je veux juste comprendre une affaire.
tu as une vie hyper active. Tu nous parles de ce que tu as fait avant, puis c'est comme l'impression que 200 km/h, c'est la vitesse de croisière, là, tu sais. Puis là, tout d'un coup, tu dis, oui, mais j'ai développé de l'anxiété. Comment tu fais la différence entre ton anxiété puis le stress que tu avais dans ta vie de tous les jours? Oui, bien, premièrement, bon, ça fait 2 ans que je fais de la thérapie, puis je me rends compte que j'ai pas mal toujours été anxieux, mais très bon à le cacher. Ouais. Ça fait partie des processus thérapeutiques. C'est bien que tu le dises parce que il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte tant que tel. Là. Puis tu sais, c'est important. On parlait tantôt d'avoir des conversations authentiques. Tu sais, souvent les gens disent non, je pense que c'est quelque chose que justement, comme tu viens de dire, que probablement c'est quelque chose qui était déjà là. Mais tant que tel, il y a une situation qui a fait en sorte que tu as pu t'asseoir et dire ok, non, ça marche pas. Et en prenant le temps d'aller voir une thérapeute, ben, ça te fait comprendre que non, ça c'était là depuis un certain temps. Tu sais. Oui, donc je trouve ça important et je te laisse aller sur ton élan, mais je trouve ça important et merci de le dire en fait. Mais juste pour répondre à ta question, le 200 km/h versus la pandémie, tu sais, j'avais quand même des bons systèmes. Moi, j'ai toujours travaillé fort, mais je suis quelqu'un qui se divertit beaucoup aussi. Fait que je fais ce que j'aime dans la vie. Fait que déjà là, en plus, en tant qu'extraverti, connecté avec des gens, moi, je recharge mes batteries. Ouais. Être avec du monde, ça va. J'ai toujours été un grand consommateur d'art. Je faisais de l'activité physique. Je voyageais beaucoup. Gastronomie, spectacle, musée, événements, festivals. C'était là où est-ce que j'allais chercher aussi beaucoup de plaisir. Fait que à travers mon travail, j'ai été exposé à toutes ces choses-là. Ouais. Là, je me suis retrouvé avec... Puis ça faisait une belle balance, je trouvais, dans ma vie. Puis j'avais quand même un bon train de vie où est-ce que je prenais des vacances. Je ne suis pas quelqu'un qui va travailler 100 heures semaine. Je n'ai jamais valorisé ça non plus. C'était intense, mais quand même sain. Puis de balancer de choses très plaisantes, puis de passe-temps, puis de culture que j'allais me développer. Tandis que la pandémie est arrivée où est-ce que toutes mes soupapes d'échappement sont disparus. Je me suis retrouvé en pyjama à avoir, sur ma table de cuisine, à travailler, à essayer de garder une entreprise à flot puis ma santé mentale à flot devant un écran à 12, 14 appels Zoom par jour, à la file de l'autre, en n'ayant non plus aucune satisfaction vraiment, dans mon travail, mais même dans ma vie. Tu sais. Je suis chanceux, je suis marié, je suis heureux, j'ai une belle maison, puis ça a aussi beaucoup contribué à augmenter mon anxiété parce que j'avais beaucoup l'anxiété coupable. OK. Vraiment beaucoup. Là. Ça a été... c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi à allumer. Explique-moi-les parce que je ne suis pas sûr si je comprends. L'anxiété coupable, c'est là où, tu sais, puis même en parlant aujourd'hui, c'était comme un souci que j'avais. Puis quand j'en ai parlé à Radio-Canada aussi, tu sais, je suis entrepreneur, l'entreprise va bien, j'ai de l'argent, j'ai une maison, je suis marié, j'ai une famille qui me supporte, j'ai des bons moyens, j'ai des amis, je vois un psychologue, puis je me sentais vraiment pas bien quand même. Ouais. Puis là, je voyais aux nouvelles des gens qui perdaient leur job, des entreprises qui fermaient, des gens qui travaillaient dans la santé qui étaient en train de craquer en burn-out. J'étais comme, je suis qui, moi? Les restaurateurs, ils l'ont eu épouvantable. Là. Ouais. Fait que ma voix intérieure disait, ta gueule. Ouais. T'es bien. T'as pas le droit de te sentir mal vu ta situation. Exact. Merci d'en parler. T'as toujours été un support d'équipe, là. Tu sais, t'as toujours... j'imagine, d'après ce que je comprends, là. Tu sais, fait que c'est un peu le rôle... comment je peux dire ça? Le stéréotype de leader, là. Ouais. Ben en fait, c'était pas les gens qui m'entouraient, c'était plus la situation mondiale, tu sais. Justement, avec les restaurateurs qui fermaient, tout ça, je me disais, regarde, eux autres, ils ont raison de pas bien aller. Ouais. Moi, dans le fond, quand tu regardes de l'extérieur, la façade, ça va bien, là. Ouais. Pourquoi te plaindre? C'est ça, ouais. Ouais. Mais comment... puis ça, c'est un super... c'est une belle avenue que t'amènes parce que on est tous faits différemment. Hein? Et puis... et justement, il y a une certaine... je pense que c'est... Et tu me corrigeras hein, si j'ai tort. Je pense que cette culpabilité-là, tant que telle, vient aussi du fait que... Aussi, bon, dans la manière que nous sommes, surtout aussi au Québec, on est très sur le fait de... Comment dirais-je? La culture du succès doit rester humble, d'une certaine manière. On est toujours dans une optique de... tu peux pas être trop flashy, tu peux pas faire trop d'argent. C'est un peu mal vu, malheureusement, dans la manière que nous, en tant que culture, c'est un peu comme ça. Donc, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui a un peu nourri le fait de cela, le fait que
tu es bien conscient de l'environnement et justement, ben, tu te sentais que comme non, moi, je peux vraiment pas, je me sens pas bien, je le sais, c'est à l'intérieur de moi, mais comme quand je vais dire que je me sens pas bien, ben, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Oui, est-ce que c'est légitime? Est-ce que j'ai l'air ridicule? Est-ce qu'il y a beaucoup de qu'est-ce que je vais avoir l'air aussi, là? Mais ça, j'ai fait plein d'apprentissage là-dedans. Puis je pense que ça a été aussi, bon, je suis optimiste dans la vie. Ouais. Ça a été un des plus beaux outils que j'ai développé aussi, Okay. je trouve. Je pense que mon processus, justement, de parler comment moi je vais, a fait en sorte que j'ai développé une relation, puis une relation un petit peu plus authentique avec les gens qui m'entourent, Okay. à travers la façon dont je m'exprime. Okay. Donc, une peur que j'avais d'exprimer cette anxiété-là, ces peurs-là, puis cette vulnérabilité-là, fait en sorte que j'ai développé des liens plus proches avec les gens qui m'entourent. Parce Absolument. que moi, quand quelqu'un me disait ça va pas, j'étais comme ben non, ça va bien aller, c'est correct. Ouais. Tandis que maintenant, quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi qui va pas nécessairement super bien, au lieu d'essayer de le distraire ou de nier ça, je suis comme ben moi aussi, des fois, ça va pas bien, puis on peut en parler, puis on va le défaire, puis on va en discuter pour vrai, puis d'aller faire des liens avec son entourage. En tout cas, moi, je trouve que ça enrichit mes relations personnelles. Puis j'ai découvert même un nouveau côté de moi. Je pense que l'anxiété, je l'appelle Linda, là, c'est ma coloc. Ouais. Puis elle m'en a quand même apporté au fil des années puis au fil des mois. C'est pas Ouais. quelqu'un que j'aime, mais Mais que ça m'en a quand même beaucoup apporté au niveau de la conversation un petit peu plus honnête puis réaliste que j'ai avec la santé mentale. Absolument. Puis c'est drôle que tu le personnifies parce qu'à la fin, c'est vraiment ça. On le sait, elle est là. Et quand elle vient, ben, tu dois dealer avec, puis elle est là pour rester. Ça m'apporte à une autre question, justement. Mais tu disais que tu étais bien, la famille, tout ça supporte, mais quand tu as fait le pas vers l'avant pour demander de l'aide, d'une certaine manière, quelle a été la réaction de tes proches? Ils ont été surpris. Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, ils me connaissent pas. Okay. Ils me connaissent pas. Je suis vraiment bon à le cacher. Ça a été quand même une bonne surprise pour tout le monde. Mais ils ont été très... Tu sais, j'ai eu beaucoup de support, justement. Ouais. C'est ça que je parlais aux nouvelles. Proche dans la famille ou proche dans l'entreprise? Les deux. C'est quasiment ma famille rendue là, eux autres. Là. Mais, même dans la famille aussi, ils étaient surpris de... Oui. OK. Oui, absolument. Ben, c'était nouveau pour moi aussi. Là. Donc, oui, ça a été quand même une surprise, mais j'ai été quand même vraiment supporté. Puis, justement, je trouve qu'en parlant à mon entourage, je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas tout seul. Okay. Puis ça aussi, ça aide. Je me rappelle, il y a un collègue qui m'avait dit, quand j'avais dit à mon équipe que ça allait pas super bien, il y a un collègue qui me dit, bon, tu fais de l'anxiété? Il dit, moi, ça fait des années que je suis en thérapie pour ça. Parle-moi des histoires que tu te racontes. T'sais. Puis là, j'étais comme, c'est pas juste moi qui fais ça, tu sais. Okay. Fait que d'aller justement ouvrir la porte aux discussions a fait en sorte qu'il y a eu une espèce de zone de partage qui s'est créée, qui est autant en milieu de travail que dans ma vie personnelle, a fait en sorte que les gens autour de moi se sont un petit peu plus ouverts. Et qu'est-ce que, tu sais, maintenant qu'on est encore là-dedans, là, puis le fait que tu étais un petit peu néophyte par rapport à ça, là, est-ce que, quelle est justement là, ta perception de la chose maintenant à titre de leader d'entreprise? Donc maintenant qu'on sait que tout ce qui est, que la santé mentale est importante et réellement elle a été mise, je pense que justement ça a été exposé grâce à la pandémie, là, il n'y a rien qui a apparu, ça a été exposé. Quels sont les genres de choix que ce soit personnel, oui, en premier lieu, mais également dans le titre de leader d'entreprise que tu as mis à l'avant-plan suite à cette compréhension de la chose? Oui, bien, moi, ce qui me rassure beaucoup dans la vie, en général, c'est de nommer les choses. Okay. Fait que, premièrement, cette anxiété-là, bien, premièrement, que ça s'appelle de l'anxiété, qu'est-ce que je vivais? Puis qu'elle s'appelle Linda. Elle s'appelle Linda. Puis de vraiment le cadrer puis de dire, hey, ça existe, c'est une chose, plein de monde ont ça, puis il y a des solutions. Ouais, je suis pas un expert. Fait que ce que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, je me suis tourné vers des experts. Donc, il y a un groupe avec qui je suis impliqué encore aujourd'hui de façon très active qui s'appelle Mon Relief, qui est une entreprise d'intervention en santé mentale, anxiété, dépression, bipolarité. Ils font des groupes de soutien pour des individus, mais aussi des groupes pour les entreprises. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste voulu m'impliquer avec eux parce que c'est une cause qui était devenue tout d'un coup importante pour moi. Tout à fait. Et depuis 2 ans, on fait du travail pro bono pour eux, que ce soit au niveau de la stratégie de recrutement, stratégie RH. OK, cool. Puis on s'intéresse au sujet aussi avec eux, donc on les aide beaucoup dans ce développement-là. Puis moi, je trouve que ça m'en a redonné beaucoup d'aller m'entourer d'experts comme ça aussi, puis d'en parler avec eux, ça m'a beaucoup aidé. OK, donc ça, c'est super. Redonner. Donc, juste le clarifier, là. Donc, toi, dans ton application que tu t'es dit, ben, moi,
je suis un gars de ressources humaines, c'est mon entreprise, ben, je vais aller aider cette cause-là pour laquelle, ben, cet organisme-là pour laquelle je crois, puis je donne mon temps, puis c'est ma manière de redonner. C'est super. Ouais. Donc, tu as connu, quand tu as vécu ça, quand tu dis aller chercher des ressources, c'est vers eux que tu t'es tourné pour aller chercher tes ressources. Ben, au début, pour moi, personnellement, je me suis tourné vers un psychologue que je vois encore aujourd'hui régulièrement. Je suis pas sorti du bois, là, je suis encore quelqu'un, j'ai dit ça va bien aujourd'hui. Hier, c'était moyen, fait que ça, j'apprends à mieux vivre avec. Je peux pas dire, ça va... All good, c'est guéri, c'est derrière moi. Là, je pense pas que je vais en arriver là de toute façon, ever. Mais au niveau personnel, ça a été plus une approche thérapeutique. Puis au niveau communautaire, redonné, ça a été plus relief, absolument. OK. Fait que dans le fond, c'était pas juste lié à la pandémie. La pandémie a comme fait ressortir ça ou t'a fait réaliser des choses par rapport à ça, ou est-ce que tu disais, avant je le cachais ou je vivais mal avec ça, mais là je le regarde de front. Exactement, oui. Puis c'est un petit peu un perfect storm qui est arrivé, moi, là, en mars 2020. Où est-ce que... Juste te partager un petit brin personnel. Oui, vas-y. Moi, je gérais du stress, mais au cube. Là. C'était comme... Puis si quelqu'un m'aurait dit Colin, tu as de la misère à gérer ton stress, là, regarde, tu n'imagines pas le stress que je peux gérer. Puis à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit ça. Puis j'allais regarder dans les yeux, puis je suis venu pour y répondre. Tu sais pas ce que tu es en train de dire, toi, là. Puis là, j'ai réalisé que c'était une nutritionniste qui me disait toi, ton stress, il passe dans ton assiette. Et là, j'ai fait comme ben oui, toi, j'ai envie du stress, puis c'est vrai qu'il passe par là. Là, ça a été comme le déclencheur qui a fait que j'ai réalisé qu'il y avait de quoi qui marchait pas, là. Que je traînais, puis c'était ma façon de... Tu sais, tantôt, tu disais une vie super active, le sport... tu as eu ton déclic qui s'est fait là. Oui, définitivement. Puis moi, au début, avec l'anxiété, ça a été l'alcool. Ça a été un échappatoire assez efficace, entre guillemets, pour moi. Là. Puis c'est prouvé, à court terme, l'alcool vient vraiment réduire des signes d'anxiété. C'est extraordinaire à court terme. Après 3 mois, là, après de pandémie... Pendant les 3 mois, c'est là où est-ce que... OK. Oui, exact. Je disais que je gérais puis j'étais un robot, mais j'avais quand même quelques verres de vin à la fin de la journée. Là. C'est drôle que vous dites ça, parce qu'en même temps, je partage que... et encore une fois, j'ai pu en faire des trucs, là, que ce soit au niveau entrepreneurial ou équipe entraîneur de la sélection haïtienne, de l'équipe nationale haïtienne de futsal au dernier championnat de Coupe du Monde. Et je me suis rendu compte, et je m'en rends encore plus compte que moi aussi, c'était ça. C'était vraiment la manière, dans le stress, parole, pas de problème. Gestion, pas de problème. Mais moi, ça passait dans l'assiette. Ça passait réellement dans le fait, et pas dans le fait de s'empiffrer, juste dans le fait d'être tellement conditionné à travailler, puis être concentré là-dessus, puis tu penses pas à manger, puis finalement, j'arrive chez moi, c'est là que j'ai faim, et là, en ayant faim, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas envie de commander. Le Uber Eats, c'est trop facile. Donc, tu fais ça comme ça. C'est une récompense aussi. Le problème, c'est de trouver un angle entre la récompense et le fait que c'est pas la bonne manière de faire aussi. Moi, je dirais, il y a le fait d'être entrepreneur puis d'aimer contrôler son développement, le développement autour de nous autres. Puis à un moment donné, se ramasser comme dans un tunnel où est-ce que tu dis sacrément... Comment j'ai fait me ramasser dans un tunnel de même, là. Puis là, ben, peu importe la méthode De t'en sortir, hein. Ben oui, d'évacuer, là, tu sais, de trouver une soupape de sortie. Bon. Oui. Que... dans un monde non pandémique, moi, tu sais, oui, tu sais, stress et anxiété sont deux choses quand même différentes, mais un peut apporter l'autre. Un haut niveau de stress peut provoquer des épisodes anxieux, mais moi, quand j'avais des moments, pas en pandémie, qui étaient stressants, j'allais voir un spectacle, j'allais me promener sur une plage dans le sud, je faisais un voyage extraordinaire quelque part en Europe, je voyais mes amis, j'allais danser, j'allais voir un show. Ça, pour moi, c'était des recharges de batterie, tandis qu'en pandémie, mais c'est ça, tu sais, vous parlez de l'assiette, moi, ça a été mon verre de vin à la fin de la journée. Devenait 2-3, puis c'était comme, ça devenait un rituel aussi. C'est de dire, j'ai eu une dure journée, c'est rough ces temps-ci. Je mérite ça. Exactement. Puis là, le mériter vient quotidien, puis là, t'es comme, bon, ben... Petite parenthèse, Montrelief, pour ceux qui cherchent, montrelief.ca, a été créé par
Guy, voyons, sa sœur était chanteuse, là. Lui, c'est lui qui était le gérant de Robert Charlebois, puis voyons, Guy Latraverse. OK. Je devrais savoir ça. Hein? Non, mais j'ai trouvé ça. C'est parce que, tu sais, on parlait tantôt de ressources humaines, puis de créatifs, puis tout ça. Ça a été créé par un créatif qui, bon, lui, dans son cas, était maniaco-dépressif, là. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai vu une entrevue où est-ce qu'il disait non, maniaco, c'est pas mieux que dépressif, là, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais embarqué dans l'avion, puis je me suis ramassé en Californie, j'avais pas de passeport, pas d'argent, j'ai réussi à le faire pareil. Je me dis, non, j'aurais jamais fait ça straight, là. Absolument, ouais. Mais c'est fantastique, cet organisme-là, avec le virage qu'il prend maintenant. Oui, très sur l'autogestion. Ouais. Puis, je suis content aussi d'ouvrir la porte parce que c'est complémentaire. Il offre davantage du côté des entreprises, conférences à des équipes plus grandes. Nous, c'est plus les entrepreneurs. Mais il y a des individus aussi chez Relief qui peuvent y aller, là, des groupes d'individus. C'est pas juste pour les entreprises, ils ont une grande partie sociale pour la communauté. OK. Fait que, mais tu vois, pour dire que c'est quelqu'un qui travaillait avec les créatifs aussi qui a initié ça à l'époque. Oui. Et avec tout cet apprentissage-là que tu as fait sur toi, là, les 2 dernières années, là, tu sais, les gens qui veulent se lancer en entreprise aujourd'hui, aujourd'hui à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? Les conseils que j'aurais, je pense que ça prend quand même une bonne part d'humilité. À être capable de voir c'est quoi ces angles morts, de les nommer, puis d'aller s'entourer de gens qui viennent combler ça, parce que c'est beaucoup moins confrontant. C'est beaucoup moins confrontant de s'entourer de gens qui nous ressemblent, parce qu'ils viennent juste confirmer ce qu'on dit. C'est un rebond, on est comme « Ah, oui, je pense comme ça, t'es pareil comme moi, tu penses comme ça. » Ça marche. Je pense que d'aller voir ces angles morts puis s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi dans certains domaines et très différents, je trouve que ça fait quand même une force. Je pense que aussi de se créer des groupes. Moi, je fais partie de certains groupes de leaders que je trouve super intéressants, de gestionnaires d'entreprise aussi, on partage les affaires, on se parle de n'importe quoi, là, de relations de couple, de famille, d'argent, de gestion du stress, de santé mentale, de plein de choses comme ça, de développement d'affaires. Je pense que d'aller partager dans des groupes de gens qui font la même chose que nous, ça peut être très lonely d'être entrepreneur, je trouve. Oui, absolument, absolument. On se pense tout seul dans notre projet. On va en parler, mais on veut pas trop en parler pour pas gosser le monde qui nous entoure, parce que ça devient un projet qui est un projet de vie. Puis d'aller parler à des gens, ça fait vraiment du bien. Donc, de s'entourer, ça serait d'aller chercher des conseils d'experts. Puis, je trouve aussi, il y a, en ce moment, là, en plein emploi, il y a plusieurs opportunités d'affaires. Moi, j'ai un mindset d'abondance, là, dans le sens où je vois pas la compétition comme de la compétition. Je pense que j'ai développé un bon réseau de gens qui font pas mal le même métier que moi, des entreprises pareilles. On s'entraide beaucoup. Puis d'arrêter de voir le monde extérieur comme une menace, mais plutôt comme des opportunités, puis des opportunités de partage aussi, c'est super. Puis de partenariat. Puis de complémentarité. Oui. Mais il y a quelque chose que je trouve qui est super intéressant, mais que je pense pas que tu as mentionné, c'est que je ressens quand même une confiance en ses moyens, de ce que tu dégages. Est-ce que c'est... Tu sais, je veux dire, parmi tout ce que tu fais, à quel point... Peut-être que c'est naturel aussi, mais à quel point tu mets à l'avant-plan l'importance de croire en soi, également. Je pense que pour gérer une équipe, c'est assez primordial. Puis il faut aussi pas s'inventer expert dans quoi on n'est pas. Je pense que la raison pourquoi quelqu'un se démarre en affaires va quand même avoir un gros impact sur le succès de son entreprise. Absolument. Se démarrer pour faire du cash, l'argent est une conséquence du succès en affaires, n'est pas l'origine d'un besoin d'affaires. Fait que je pense que d'aller chercher ce qu'on apporte de spécial dans une communauté, dans une industrie, ou comme un axe différenciateur, puis ce dans quoi on est bon et passionné, parce que je pense que si on n'aime pas ça, on va mourir. Là, c'est prenant à partir d'une entreprise, donc de rester ce dans quoi on est bon. Je pense que c'est quand même la clé, là, puis la raison pourquoi on démarre une entreprise aussi. Moi, je vais faire un petit détour en passant par notre ami Alex. Alex, il développe donc des événements aux Sages, puis dans le cadre du Mois des Noirs, il fait des entrevues avec des entrepreneurs
la communauté noire. Oui. Et dans ses dernières entrevues, étant donné que c'était en ligne, ben, ça avait l'avantage que je pouvais envoyer des petites questions. Fait que souvent, je demandais comment ils ont vécu la pandémie. Bon. Puis, il y a 3 semaines, la dame s'appelait... Taina, je crois. Taina, je crois. Et j'ai demandé comment elle et son entourage ont vécu ça. Écoute, après qu'Alex ait posé la question, j'ai eu l'impression qu'elle avait déjà cette conversation-là, puis qu'elle nous embarquait dedans. Mais elle a commencé en parlant de ceux qui avaient fait le choix de se suicider, puis que, bon, eux autres, c'était triste, mais bon, maintenant, puis d'avancer plus loin. Et elle parlait beaucoup de la communauté, puis du fait que ce qui avait aidé beaucoup, c'était les liens serrés qu'il y avait dans son entourage, et tout ça. Et puis moi, je ne pouvais pas m'empêcher parce que on veut adapter notre programme avec l'ACPAM au niveau de la diversité au sens large, LGBTQ, intégration multiculturelle, tout ça. Puis, bravo. Mais je me disais, mais c'est juste que je sais pas, là, c'est dans la situation où est-ce que moi je suis, là, je me disais, y a-tu vraiment tant de différence que ça? Les nouveaux arrivants, je peux comprendre qu'avec la pandémie, ils n'ont pas pu aller voir leur communauté dans leur pays d'origine, puis qu'ils sont sentis isolés, mais les gens des communautés culturelles au Québec, les gens des communautés LGBTQ, y a-tu... Tu sais, je pose la question, Alexandre, parce que toi, tu fais des entrevues de ce côté-là, de ce temps-ci, puis je me dis, c'est drôle, moi, j'ai dans l'idée qu'ils doivent vivre ça comme nous autres, hein, comme moi. C'est comme, peut-être que non, puis j'ai pas compris quelque chose. Ben, c'est drôle parce qu'on switch de rôle, là, maintenant, et puis, t'es habituellement, étant animateur, ben, c'est moi qui pose des questions, et puis, j'ai la chance moi, aussi, j'ai vécu certaines affaires, changement, séparation, divorce, bataille pour la garde de mon enfant. Et puis... en pandémie? Oui, oui. Ça a occupé beaucoup la pandémie. Ben, tout arrive pour une raison. Donc, c'est pas un souci. Aujourd'hui, ça va bien à ce niveau-là. Mais avant ça, avant le processus de séparation, tout ça, j'étais dans mon carcan en tant qu'entrepreneur et dans ma tête. Et je n'étais pas bien, mais je ne le savais pas. Et puis, c'est là que la vie m'a mis sur le chemin de l'Alpabem. L'Alpabem, qui est un organisme qui aide les proches des gens qui sont atteints de santé mentale, de maladie mentale et tout ça. Et c'est drôle parce que, et je vais faire la parenthèse avec les communautés noires d'ailleurs, les maladies de santé mentale, ça n'existe pas chez nous. Qu'est-ce qu'on va dire, c'est maladie diable. Maladie diable, ça veut dire maladie du diable, d'une certaine manière. Ça n'existe pas chez nous. Et puis... je savais pas ça. Et je t'écoute, là, puis je me dis que j'ai jamais pensé à ça. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais fait j'étais vice-président d'un vernissage pour l'Alpabem. Donc moi, on m'a demandé de m'impliquer. C'est vraiment venu me chercher. Et je me suis impliqué. Et puis, pour le vernissage, j'étais vice-président. Donc, je fais venir mes gens, puis la manière ça fonctionne, c'est que tu es vice-président l'année 1, puis tu es président l'année 2. Donc, voilà, c'est une manière de t'intégrer, puis après, tu restes impliqué avec la cause pendant plusieurs années. Et puis, c'est drôle parce qu'il y avait peut-être 100 personnes dans la place. Il y avait 100 personnes dans la place, et puis moi, j'ai invité ma famille, ma mère, ma soeur, ma tante, mon oncle. Et puis, on était peut-être une dizaine, tant que tel. Et il y a une personne qui commence une élocution et dit combien d'entre vous est touché ou connaissez quelqu'un qui est touché par la santé mentale? Il y a des gens qui lèvent la main. 90 personnes lèvent la main. 10 personnes ne lèvent pas la main. Et c'est de toute ma famille. Et mes semblables. Ça vous dit juste à quel point... Tu dis ça n'existe pas du côté de... Ça vous dit juste à quel point que moi, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que écoute, tu viens de m'allumer à quelque chose, toi, là, je n'étais pas conscient de ça du tout. Ben, parce que on est très tabou, on n'est pas, c'est pas des, et c'est ce que je remarque tant que tel dans l'éducation, parce que moi,
en grandi, moi je suis né ici, hein, je suis Canadien, Québécois d'origine haïtienne, mais je suis haïtien d'une certaine manière, dans la manière que j'ai été élevé. Et j'ai remarqué ça. Il y a une ouverture tant que telle dans l'éducation qu'il y a au niveau des Québécois, qui n'a pas nécessairement au niveau de la plupart des immigrants venant des pays d'Afrique ou des pays d'Amérique du Sud ou Amérique centrale. On le voit assez clairement. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, d'ouvrir la discussion. Puis oui, il y a pour venir à ce que tu disais, oui, je pense qu'il y a une différence dans la manière d'entrevoir cette conversation-là au niveau culturel et au niveau, évidemment, au niveau de l'identité sexuelle également. Oui. Parce que, tant que tel, et moi, je l'ai toujours vu comme ça. Quelqu'un, un jour, qui va arriver dans une situation, dans un monde qui est tant que tel, qui est sur une certaine, dicté par une certaine norme, entre guillemets, et doit se lever et faire un coming out, par exemple. Ça, c'est un courage que la plupart des gens n'ont pas. On se dire. Et le fait de faire face, et je vais pas parler à travers mon chapeau, hein, mais le fait de faire face et de déjà comprendre qui tu es et d'accepter qui tu es, c'est déjà un travail qui a été fait à l'avance sur soi-même que la plupart des gens ont la difficulté à faire. Oui, puis ça fait beaucoup de Moi, je fais partie de la communauté LGBT, oui. Puis je pense que c'est un petit peu le même parallèle où est-ce que, tu sais, c'est correct dans les livres, c'est correct à la télé, mais pas chez nous. Oui. C'est correct pour les autres. Ouais. Ouais. Mais quand c'est proche, on veut pas ça proche. Exactement. Tu me l'expliques, je suis pas sûr que je comprends ce que tu viens de dire. Dans le sens où c'est des concepts, par exemple, qui vont dire, OK, bon, l'homosexualité, la communauté LGBT, la transsexualité, toutes les autres, tout ce qui vient avec, toutes les orientations. Les gens vont dire, oui, je suis correct avec ça, mais pas chez nous. J'ai un grand ami qui a été aussi mon patron pendant un certain temps, là, qui est gay, puis toujours été simple. À un moment donné, ça m'a touché de proche. Et j'ai passé 2 heures à me brasser, puis à me dire, voyons, comment ça, j'ai des raisonnements comme ça. Fait que là, je l'appelle, j'ai dit, écoute, je veux pas te dire les niaiseries qui viennent de me passer par la tête. Fait que je comprends pas ce qui se passe avec moi. Fait qu'il me dit, est-ce que tu t'identifies à cette personne-là? Oui. Puis, ça correspond pas à quitter. Non. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que c'est pas toi. Et puis, je me disais, mais j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ben, c'est ça, comme tu dis, théoriquement, puis tout est bien beau, mais c'est à partir du moment où est-ce que ça rentre dans ta bulle, là, tu fais comme, hop là. Ben, c'est ce que, puis oui, pour venir à ce que je disais, c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler, parce que tout est dans un challenge, en fait, de s'écouter à la base. Et oui, s'écouter pour de vrai. S'écouter pour de vrai. Puis c'est ce qui me rend fier de faire ce podcast-là et de pouvoir échanger et tout ça. Et ça m'amène à ma dernière question. Déjà? Ouais, ben, on a quand même passé le temps, c'était un bon moment. Ouais. Mais elle est séparée en 2. OK. Tu te rappelles du film La machine à remonter dans le temps, là, Back to the Future? C'est ça en français? Ouais. Ouais, Back to the Future. Bref. En tout cas. Ouais, en tout cas. Le retour vers le futur. Ouais, voilà. On prend la voiture, toi et moi. On retourne au moment que t'as donné ton 3 mois de préavis. Ouais. À ton entreprise. Ouais. À l'entreprise que tu travaillais. Si on revient à ce moment-là, et tu vois Young Pierre-Luc, ça fait peut-être 6 ans, hein, c'est pas si 30 ans, 5 ans. T'as une phrase à lui dire, tu lui dis quoi? C'est drôle parce que c'est un peu ésotérique qu'est-ce que je vais dire, mais quand je m'en allais donner ma démission en chemin vers le bureau, j'étais encore pas sûr, hein, puis je marchais en dessous d'un viaduc qui venait juste d'être peinturé à cause qu'il y avait trop de graffitis, puis la veille, il y avait juste une phrase d'écrit, c'était écrit « Do it now ». Puis après ça, j'ai tourné la rue, puis l'autre mur avait été aussi peinturé. Puis ça, tout ce qui était écrit, c'est « Jump off the bridge ». Puis ce qui peut être vu comme quelque chose de super négatif, tu sais. Puis moi, ces phrases-là, je les ai vues comme « OK, tu sais, j'y vais », tu sais. Fait que moi, je pense que je garderais ces phrases-là en tête parce que, en finalité, ça a bien été, puis ça va encore bien. Fait que je garderais ces 2 phrases-là, puis je dirais « lis-les, puis applique-les ».
Moi aussi, j'aurais une question avant de... Oui. Parce que c'est quand même... notre objectif aujourd'hui, c'est de parler aussi aux entrepreneurs puis de leur dire... on est entrepreneur, on a vécu des choses, nous autres aussi. Fait que pour quelqu'un qui est un jeune entrepreneur, au niveau de la santé mentale, Oui. comment tu lui introduirais ça? Je suis même pas sûr que ma question est correcte, fait que je te laisse aller comme tu penses, là. Mais c'est plus, t'aurais-tu quelque chose que tu voudrais leur dire? Bien, je pense que ça vient aussi avec ce qu'on connaît. On a l'image de l'entrepreneur qui est fort, qui est pas transparent, qui est assez opaque, qui a du succès, qui est fier, tu sais. Puis je pense qu'il faut casser cette espèce de stéréotype poche-là, qui vient de tous nos référents là, hétéronormatifs. On ne rentrera pas là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir un mindset dans la vulnérabilité. Je trouve que surtout quand on parle de plein emploi, de rétention d'employés, de mobilisation des équipes, de culture d'entreprise, de partir dans un angle, vulnérable et curieux par rapport à l'autre et ouvert, vient faire en sorte que c'est ça qui va créer la richesse d'une équipe. Fait que moi, le conseil que j'aurais à un entrepreneur qui veut bâtir une équipe par rapport à des enjeux de santé mentale, c'est d'en parler de façon très ouverte et vulnérable, puis d'essayer d'équiper les gens, puis de faire en sorte que les gens soient bien, puis que ce soit sécuritaire psychologiquement à l'intérieur des entreprises, à travers plein de moyens. Ça peut passer par les congés maladie, peuvent être un congé de santé mentale et valoriser des programmes d'aide aux employés, des ressources comme des ressources que ce soit en aide psychologique ou mon relief, d'offrir ça très rapidement aux employés puis d'en parler comme autant que la grippe. Là. Donc, absolument. Puis de parler de soi-même aussi. Je termine la deuxième partie de ma question. Oui. Donc là, on a pris le Back to the Future, mais on reprend la même voiture, là, avec le professeur et l'autre, bref. Puis le chien aussi. Ouais, puis le chien. Et on se projette dans 10 ans. Oui. Donc, ouais, Pierre-Luc. Ouais, Rome. Dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Ben dans 10 ans, je pense qu'on va avoir continué notre expansion internationale. Fait que là, au niveau, je pense qu'au niveau du nombre, ça ne sera pas tant plus, mais au niveau des localisations, ça va être un petit peu plus grand. J'aimerais beaucoup être un petit peu plus déconnecté des opérations quotidiennes, puis d'agir plus à titre de mentor pour l'équipe, de leader de vision un petit peu plus que d'être opérationnel. J'aimerais être prof. Ça, c'est un projet que j'ai. J'aimerais ça partager ces connaissances-là. Je le fais quand même déjà dans les écoles beaucoup, mais j'aimerais ça le faire de façon un peu plus active. Tu parles de quelle connaissance quand tu dis tu le fais ou que tu veux le faire? Présentement, je fais des conférences avec les étudiants. Ça s'appelle Préparation à l'emploi là, pour les créatifs. Fait que j'en fais, je dirais, une quinzaine de fois dans l'année là, pour différentes écoles. Mais après ça, que ce soit en entrepreneurship, en ressources humaines, en attraction de talent, dans l'expertise que moi j'ai, ce serait quelque chose que je voudrais vraiment approfondir. Puis je pense peut-être même créer une propre école. Là. On parle de développer des programmes de formation, là, justement, à l'intérieur de Rome. Donc, j'aimerais ça développer ça. Plein de projets. Mais j'aimerais ça travailler moins aussi dans 10 ans. Je vais approcher la cinquantaine dans 10 ans. Donc, j'aimerais ça avoir un beat de travail un peu plus smooth. Là, puis laisser le contrôle aux gens qui sont en pleine possession de leurs moyens. Et être en santé. Ben oui. Être en santé. Oui. Écoute, merci énormément de ta vulnérabilité. Je pense qu'on a survolé beaucoup de sujets. D'autres pourraient être plus en profondeur, mais ce sera un autre moment. Mais merci de t'être prêté au jeu avec nous. Je te laisse le mot de la fin. Ben, moi aussi, je te remercie depuis le début. Et puis, j'ai été heureux de te rencontrer, te connaître et aussi rencontrer l'équipe avec laquelle tu t'impliques chez Relief. De notre côté, on encourage les gens à aller sur le site Internet du SAGE où vous allez pouvoir trouver l'information pour le nouveau programme Mon entreprise, notre santé mentale, notre bien-être, excuse. Et en même temps, si vous vivez des choses difficiles présentement, à court terme, puis vous avez besoin d'aide, ben allez sur Internet puis faites ligne de santé mentale. Vous allez trouver plein de ressources. Ça, c'est du court terme. À moyen terme, il y a des organismes qui se spécialisent au niveau du support aux entrepreneurs, support aux entreprises. On est là pour vous autres.
Puis ce qu'on veut, c'est pas juste soigner les gens qui ont des problèmes, on veut prévenir puis s'assurer que créer des climats de bien-être comme t'expliquais tantôt, là, où est-ce que les gens, ils sont pas obligés d'avoir la grippe pour dire qu'ils sont malades, ils peuvent dire aussi qu'ils vivent des situations difficiles. Oui. Fait que un immense merci. Hey, merci à vous de l'invitation, c'était vraiment le fun, je serais resté. Ben, moi aussi, il faut qu'on reprenne ça, je pense.